Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle édition du Quart d'heure de célébrité, l'émission qui reçoit celles et ceux qui gagnent à être connus. Aujourd'hui, je reçois Henri Dumas. Bonjour. Bonjour. Alors, je vais présenter Henri Dumas et nous passerons au vif du sujet. Alors, Henri Dumas, vous êtes chef d'entreprise, architecte et promoteur. Donc, vous avez été victime de plusieurs redressements fiscaux et vous avez créé un blog qui s'appelle www.témoignagefiscal.com. Tout à fait. Dont le but est de dresser un panorama de ce que vous appelez un totalitarisme, à savoir la dictature des contrôles fiscaux. Alors, première question, est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi vous en voulez autant à l'administration fiscale? Ah, ça commence pas bien, parce que j'en veux pas du tout à l'administration fiscale. Ouais. Je constate un état de fait, que j'ai constaté à mes dépens, et que j'essaie, parce que je pense que je m'en sortirai pas, j'essaie de témoigner pour les générations à venir, pour les gens qui auront à régler ce problème, parce que moi je pense que je vais être détruit, et c'est quelque chose d'absolument épouvantable. Il faut savoir comment ça fonctionne. Alors le contrôle fiscal, si vous voulez, ça commence comme ça. Vous recevez une notification, vous êtes contrôlé. Très bien. Bon. Il y a un contrôleur qui vient, la première fois vous êtes de bonne foi, vous expliquez ce que vous avez expliqué, ce monsieur ou cette dame s'en va, et quelques temps plus tard, vous recevez une notification, et là vous êtes complètement stupéfait, parce que si vous voulez, tout ce que vous avez expliqué, ça ne sert à rien, et vous vous retrouvez avec, en règle générale, alors je vous en parle quand même en connaissance de cause, puisque j'en suis au 14 ou 15e contrôle fiscal. D'accord. Oui, tout à fait. Et vous recevez donc une facture qui est sans commune mesure entre la réalité de votre comptabilité et de celle de l'État. Parce que, si vous voulez, il faut qu'on accepte l'idée qu'on on fait partie d'un groupe, et que dans ce groupe, effectivement, il y a des prestations qui sont rendues par le groupe, et que donc, pour que ces prestations rendues par le groupe puissent être rendues, il faut qu'on paye l'impôt. Bon, c'est complètement normal. Donc il y a des comptes à faire, c'est-à-dire vous gagnez de l'argent, vous n'en gagnez pas, peu importe, vous gagnez de l'argent, vous en devez une partie, vous avez un associé qui s'appelle l'État, que vous ne connaissez pas, mais enfin, que vous fréquentez quand même tous les jours, et à qui vous devez quelque chose. Et vous recevez une notification, dans le cadre d'un contrôle fiscal, qui n'a absolument rien à voir avec les comptes. Donc c'est une histoire qui, en règle générale, qui est inventée, à partir de laquelle, si vous voulez, là vous rentrez dans l'horreur. Alors c'est pas systématique parce que vous notez vous-même sur votre blog, j'ai noté que plus de 70% des redressements fiscaux ne correspondent à aucune fraude fiscale et sont en réalité un surimpôt. Ça veut dire qu'il y a quand même 30% qui sont réels. Bien sûr, il y a certainement, Heureusement, évidemment. On peut estimer ça comme faible malgré tout. Non, on ne peut pas nier la nécessité d'avoir des contrôleurs fiscaux comme la nécessité d'avoir une police. Enfin, on ne peut pas faire de l'angélisme. Évidemment, il y a des gens qui trichent, c'est clair. Mais moi, c'est pas ça que je dénonce. Je suis d'accord sur le fait... Pour que les choses soient claires, voilà. Oui, voilà, je suis d'accord sur le fait qu'on ne va pas, je répète, faire de l'angélisme, je suis d'accord sur le fait qu'il y a des gens qui trichent, je suis d'accord sur le fait qu'il faut des contrôleurs fiscaux. Je ne suis pas d'accord, c'est comment c'est organisé aujourd'hui. Et puis vous dites, plus de 90% d'accusations de fraude fiscale s'avèrent inexactes. Oui, D'où vous tirez ce chiffre? C'est un chiffre tout à fait connu, c'est que ça ne va pas au bout. C'est-à-dire que les contrôleurs mettent des redressements dont la plupart échouent avant le terme. Hein. Alors ça échoue pour des motifs divers, en règle générale, dans un système dont on parlera peut-être après, qui est un petit peu compliqué, qui est un système formaliste, qui est un système où les défendeurs des contribuables, si vous voulez, les avocats qui font ce métier, emploient les mêmes outils très hypocrites, c'est-à-dire qu'on est toujours en dehors des comptes. On ne fait toujours pas les comptes, hein, parce qu'on ne fait toujours pas les comptes de savoir qu'est-ce qu'on doit. On est dans une espèce de débat, a-t-on voulu faire ci, a-t-on voulu faire là. On est, si vous voulez, on est dans une histoire, on est dans l'histoire de l'entreprise, enfin, on est dans un espace dont je voudrais parler un petit peu après, parce qu'il y a des choses à dire avant, si vous voulez. Ouais. Je pense qu'avant, il faut expliquer pourquoi ça ne marche pas, pourquoi le montage déjà est malsain au départ. Ouais. Pourquoi le montage est malsain? Il est malsain parce que vous avez donc ce contrôle, vous recevez la charte des contrôlés et on vous dit l'élément essentiel de ce contrôle, c'est les moments où le contrôleur vient discuter avec vous, c'est-à-dire les échanges que vous avez sont absolument fondamentaux. Très bien. Alors, on le croit, c'est écrit noir sur blanc. Hein. Vous apercevez après, quand vous recevez une notification, que tout ce qui a été dit complètement disparaît. Ça ne se retrouvera plus jamais dans la procédure. Il n'y a pas de trace, ni vidéo, ni écrit, ni rien. Alors, récemment, j'ai voulu avoir une trace parce que ça me choque énormément, et lors d'un nouveau contrôle, j'ai souhaité enregistrer les contrôleurs. Ils sont partis instantanément. La première fois. La deuxième fois, ils sont revenus, j'avais un huissier.
parce qu'ils avaient mis en avant leur droit à l'image, ce qui est respectable. Comme il y a le droit à l'information. Le droit à l'image, ils ont le droit à ne pas avoir leur image projetée, c'est leur droit. Ils disaient, on ne veut pas que vous nous photographiez à cause du droit à l'image. On peut les Pas de flouter. problème. Alors, les flouter, ça je ne sais pas faire, c'est un peu plus compliqué, mais j'avais mis la caméra installée de telle sorte qu'on ne les voit que de dos. Ouais. Parce que dans le fond, ce qui m'intéressait, c'était le son. Ouais, ouais. Donc, si vous voulez, ils pouvaient être vus de dos et moi de face, c'était pas gênant. Je fais un constat d'huissier, ils sont repartis. D'accord. Ils n'ont pas contrôlé, tout était sur la table pour qu'ils fassent le contrôle, ils sont repartis et ils ont dit il y a opposition à un contrôle fiscal. Donc, si vous voulez, état d'esprit. Alors, une fois cette étape franchie, vous avez donc votre contrôle, ce qui se dit donc disparaît et vous recevez une notification. Alors là, ça commence à être tout à fait intéressant. À la suite de cette notification, vous êtes obligé, dans un premier temps, si vous n'êtes pas d'accord, vous êtes obligé de faire ce qu'on appelle un recours préalable. C'est-à-dire vous êtes obligé de demander à celui-là même qui vous accuse de lui dire, ben non, je ne suis pas d'accord. Bon, évidemment, il de vous dire qu'en règle générale, il vous dit que non, continuez à vous accuser. Et à partir de là, vous avez le droit, évidemment, d'aller au tribunal administratif. Alors déjà, vous êtes dans une justice d'exception, administrative, quand même une particularité française très particulière. Mais en plus, dans cette justice d'exception, vous devenez celui qui est obligé de faire la preuve. C'est-à-dire qu'il y a une inversion mécanique de la preuve. C'est-à-dire qu'au départ, on vous accuse de quelque chose, on vous accuse d'avoir fraudé. Pourquoi pas? Mais celui qui vous accuse doit faire la preuve. Il y a inversion de la charge de la preuve. Il y a inversion de la charge de la preuve, ce qui est absolument dément. Bon. Alors, s'ensuit évidemment une espèce de, je dirais pas de complicité, parce que le mot serait excessif et je ne veux surtout pas l'employer. Mais les magistrats sont abusés, à mon avis un peu volontairement quand même, mais sont abusés par le fisc. Pourquoi? Parce que le fisc, évidemment, ce sont des contrôleurs assermentés. C'est un petit peu comme si vous voulez le tribunal de police. C'est quand par hasard le tribunal de police donne tort aux gendarmes, ça fait la une de tous les journaux. Parce que toute la journée, 9 fois sur 10, le tribunal de police donne raison aux gendarmes. Le gendarme est assermenté, on lui donne raison. Donc c'est un petit peu le même fonctionnement. Donc si vous voulez, il n'y a pas. Le mot complicité serait un petit peu fort, mais en réalité, il y a... Alors si vous pouvez réduire un peu, parce que j'ai d'autres questions importantes à vous poser. Moi j'ai fini là. C'est bon? Oui. Voilà, vous voyez. Parce que c'est un sujet tabou. C'est quand même intéressant, on en parlait juste avant. Personne n'en parle, parce que tous les journalistes, peut-être ont peur d'être redressés fiscalement eux-mêmes, bon, je sais pas. En tout cas, moi je le vois comme une arme politique de certains représentants, pour faire à peu près n'importe quoi avec n'importe qui, d'utiliser ça pour ruiner quelqu'un, ou pour au moins exercer une menace contre lui. Comment vous voyez cela? Alors ça, si vous voulez, c'est connexe. C'est vrai, ça existe. C'est certainement comme ça que ça a commencé pour moi, puisque le premier contrôle que j'ai eu, j'étais en conflit lourd avec une très grosse mutuelle institutionnelle. Et je pense que le fisc est venu sur ordre. Mais je dirais que c'est quand même, ça reste marginal, parce que le fisc vient sur ordre, mais il n'a des résultats que parce qu'il y a un concept général dans lequel le fraudeur fiscal, du moins celui qu'on désigne comme tel, devient le bouc émissaire. Alors ça, c'est tout à fait intéressant. Ça nous amène à ce dont je voulais vous parler, c'est-à-dire l'impôt peut-il être un lien social? Actuellement, l'impôt est le lien social. C'est-à-dire, actuellement, les partis politiques basent leur campagne sur l'impôt. Ça, c'est extrêmement grave, parce que l'impôt, ça ne peut pas être le lien social. C'est exactement comme si on disait, moi je ne sais pas, par exemple, je ne me rappelle plus comment ça s'appelle, le denier du culte, je crois que c'est. Est-ce que c'est avec le denier du culte qu'on a la foi? Ben non, on a la foi, on n'a pas la foi, mais ce n'est pas le denier du culte qui donne la foi. Bon. L'impôt, ça ne peut pas vous donner la cohésion sociale. Le lien social, ça ne peut pas être l'impôt. Or, aujourd'hui, au contraire, non seulement ça ne peut pas être l'impôt, mais au contraire, c'est un sujet de discorde d'une grande violence. Parce que moi, sur mon blog, je reçois des lettres d'insultes. On me traite de fraudeur fiscal, sans me connaître, bien sûr, sans même comprendre les problèmes que pose mon blog. Les gens m'insultent d'emblée. Donc, si vous voulez, non seulement l'impôt n'est pas la cohésion sociale ni le lien social. Hier, j'étais à une réunion où il y avait un grand prof qui expliquait, qui a bondé dans ce sens du fait de l'impôt et le lien social, et je lui disais, un mathématicien, un polytechnicien, je lui disais, vous savez, un calcul juste d'un pont, ça ne fait pas un beau pont. Pendant des dizaines d'années, les ingénieurs des ponts et chaussées ont interdit aux architectes d'aller voir les ponts, parce que les ponts, il n'y avait qu'eux qui savaient les calculer. Et ils ont fait des ponts de merde, en dehors des ponts d'Eiffel, qui étaient quand même spéciaux, parce que Eiffel, c'était aussi un architecte. Mais on a recommencé à faire des ponts beaux à partir du moment où des gens sont venus dessiner la beauté du pont et où le mathématicien a après étudié le pont. Donc si vous voulez,
L'impôt, c'est comme ça. C'est-à-dire qu'il faut d'abord qu'il y ait des philosophes qui parlent de la société. La société, la vie en commun, c'est d'abord une philosophie, c'est une émotion, c'est de l'affect, c'est le respect des hommes, enfin, c'est tout un tas de choses. C'est le patriotisme. L'impôt, c'est exactement le contraire. Donc, si vous voulez, ça ne peut pas être un lien social. C'est clair. C'est comme si vous disiez, je sais pas moi, c'est comme si vous disiez à un Africain, ben quand même, la colonisation, ça a été formidable, non? Non, non. On n'a pas trouvé ça formidable, même s'ils ont eu des champs, des trains, des ponts, des machins, ça n'est pas formidable, parce que l'homme n'est pas respecté. Et si vous voulez, l'impôt, ça ne respecte pas l'homme. Et il faut absolument introduire, c'est essentiel, il faut introduire dans l'impôt le respect de l'homme. Et ça, aujourd'hui, ça n'y est pas. Et pour l'introduire, il faut modifier structurellement le fonctionnement de l'impôt. C'est-à-dire qu'il faut modifier le système de la preuve, il faut rendre transparent le débat, et donc il faut pouvoir le filmer, il faut ensuite que la preuve reste à la charge de l'administration, il faut ensuite aller devant une juridiction civile et non pas devant une juridiction d'exception comme administrative. Un certain nombre de choses sont à faire simples, de manière à remettre l'impôt à l'endroit où il doit être, car il doit exister, c'est évident, hein, mais le remettre à l'endroit où il doit être, c'est essentiel. Et pour vous, donc l'impôt n'est pas un outil de redistribution, comme diraient les socialistes, ou de solidarité, comme diraient les plus altruistes? La redistribution, la solidarité, c'est pas le rôle de l'impôt, c'est le rôle du politique. Que le politique ensuite ait un besoin d'impôt, c'est un autre débat. Mais si vous voulez, ça ne peut pas être l'impôt qui est chargé émotionnellement parce que si vous voulez, l'impôt peut très vite se transformer en pillage. Alors, il faut que vous sachiez qu'à un moment donné, moi je voudrais quand même pouvoir avoir le temps de vous dire pourquoi j'ai fait ce blog, parce que c'est quand même très important. Allez-y. Quand vous avez... moi je suis né en 1944, je suis âgé. Hein. En 1944, donc c'est l'époque où on n'a pas connu la Shoah, mais quelque part, ça nous est resté sur le paletot. Parce que ça venait juste d'arriver quand on est né. Donc je suppose que mes parents ne parlaient que de ça, parce que j'imagine que mes parents, quand ils ont eu le choc des photos des camps et quand ils ont compris ce qui s'était passé, ça a dû quand même les secouer un petit moment, ça me paraît inévitable. Bon. Nous, on n'a pas connu ça. Et n'ayant pas connu ça, quand moi j'étais jeune, qu'est-ce qu'on disait? On disait, oh, quand même, moi je ne suis pas de confession juive, on dit quand même, c'est juif, j'aurais pu se défendre. Hein. Entre nous, ça dit, hein. Si c'était un peu défendu quand même, peut-être, parce que quand même, ils se sont laissés entraîner, on les a emmenés comme des moutons. Et ça, si vous voulez, quand vous avez eu des contrôles fiscaux, vous comprenez que les types n'ont rien fait parce que vous ne pouvez pas imaginer que ça aille jusque-là. Le contrôleur fiscal vient, il vous fait un redressement complètement fou. Vous dites, bon, voilà, c'est supérieur, bon, ça va pas marcher. C'est irrationnel. Voilà, c'est irrationnel. Vous allez porter au supérieur, bam, non, ça reste comme ça. Vous dites, c'est pas possible, les juges, vous avez porté au juge, les juges, non, ça reste comme ça. Mais c'est pas possible, je vais faire un blog, je vais dire, les gens font un blog, hop, vous recevez des insultes. Les journalistes vont s'y intéresser. Oui. Vous avez sollicité les médias? Ah oui, j'ai essayé, bien sûr, j'en vois régulièrement, mais je pense que les journalistes savent que mon blog existe, parce que mon blog, je pense que beaucoup de gens savent que mon blog existe, il a quand même eu à ce jour plus de pas tout à fait 6000 visites, donc je pense que les gens... mais des gens comme Julien Courbet, par exemple, des gens qui s'intéressent aux problèmes de consommateurs ou autres? Courbet, non, mais par exemple, Attali connaît mon blog. Oui, il y a des gens qui connaissent mon blog. Oui, est-ce qu'il est intervenu, Attali, en votre faveur ou mais pas, d'une manière ou d'une autre? Non, mais moi je ne cherche pas son intérêt en ma faveur. En faveur de votre cause? Oui, voilà. Oui, ma faveur, je m'en fous. Moi, ce que j'aimerais, c'est que les gens prennent conscience, si vous voulez, de l'horreur, parce que c'est au-delà. Parce que je pense que si vous voulez, il y a un moment, moi je ne sais pas jusqu'où ça ira, moi je pense qu'on va me ruiner. Pour l'instant, je vis là. Là, vous voyez, je suis là, vous êtes tout à fait gentil, mon épouse est là. En ce moment, je vis de babioles que je vends. Je vends, on a vendu des bijoux récemment. Vous survivez, quoi. Oui, je survis. Mais la totalité de mon stock est paralysée. Normalement, dans les quelques mois qui viennent, je devrais être totalement ruiné. Et j'ai une retraite de 380 € par mois. 384 et vous avez sollicité des hommes politiques, ou vous voulez en profiter d'ailleurs pour... Oh, non, je sollicite personne parce que mon cas, si vous voulez, d'abord je continue à penser tel le juif qui est dans le wagon. Quand on lit Elissom, elle est dans le wagon, elle prend des pulls en se disant oui, Pologne peut-être aura froid. Moi je suis pareil. Je suis dans le wagon, je me dis bon, je crois pas, mais quand ça va arriver pour de vrai, alors là donc je vous parais sans doute normal, les gens disent oui il est costaud celui-là, il a... Non, pas du tout. Et 15 contrôles fiscaux, c'est-à-dire qu'est-ce qui peut arriver de pire maintenant? Vous les avez eu les 15 contrôles? Qui me fasse vendre tous mes biens et que le solde ne paye pas la totalité de ce qu'il me demande. Et il vous demande combien? Il me demande 2,5 millions d'euros en tout. 2,5 millions d'euros? Un petit peu plus, entre 2,5 millions et 3 millions d'euros. Et pourquoi cet acharnement? Est-ce que
C'est parce que vous avez refusé dans... À l'acharnement tient beaucoup au fait, oui c'est très scolaire, tient beaucoup au fait que je suis indiscipliné et que je me défends avec des moyens qui sont considérés comme être de la provocation. Ah oui, bien sûr. Oui, il y a une partie psychologique de leur part, oui. La partie psychologique, enfin je sais pas, moi je suis dans la situation de la famille qui va voir la Stasi en disant vous voudrez voir le dossier de notre fils que vous avez envoyé dans un camp. Alors, attends, c'est pas possible. Vous plaisantez madame, on ne voit pas le dossier de votre fils, mais vous plaisantez, c'est une plaisanterie. Voilà, c'est ça. Alors on arrive au terme de ce quart d'heure de célébrité et j'aimerais vous poser une dernière question justement sur le pouvoir que cela représente, parce que j'y suis très attaché, et au fait qu'il n'y ait pas de contre-pouvoir apparent en tout cas. On dit souvent... Comment ? Aucun. Voilà. Donc on dit souvent le pouvoir corrompt et le pouvoir absolu corrompt absolument. Est-ce que vous n'avez pas pensé à créer peut-être un observatoire du contrôle fiscal ou à inciter des économistes, y compris parmi les libéraux, je pense qu'ils sont sensibles à votre cas ou à votre cause? Bon, d'abord, ça demande des moyens. Ensuite, si vous voulez, actuellement, je découvre ça. Si vous voulez, moi, c'était pas ma vocation. Je ne suis pas expert comptable. Moi, je suis architecte, je fais mon métier, je suis promoteur. Donc, je découvre ça, je découvre un monde que je ne connaissais pas. Je découvre la difficulté d'en parler au grand public, je découvre cette espèce de fantasme qui a été créé autour de l'impôt à cause du fait qu'on en fait le lien social, donc cette espèce d'horreur qui est quelque chose d'absolument épouvantable. Je pense que cette campagne qui arrive pour les présidentielles, qui va être entièrement basée sur l'impôt, c'est de la folie, c'est quelque chose, je dirais que ça va au-delà du racisme, enfin c'est quelque chose, En quoi ça va au-delà du racisme? Et puis en quoi ça va être entièrement basé sur l'impôt? Parce qu'on le sent, la campagne électorale aujourd'hui, on sent bien que c'est tout tourne autour de l'impôt. Est-ce qu'on met l'ISF, pas l'ISF? Est-ce que vous prenez assez d'impôts, pas assez d'impôts? Vous voyez peut-être ça par votre propre prisme à vous aussi, parce que c'est normal, vous êtes dedans, donc... vous pensez que c'est moi qui vois ça? Il me semble, mais... Aussi. Mais qu'est-ce qui vous fait dire que ça va plus loin que le racisme? C'est intéressant. Mais parce que si vous voulez, celui qui est qualifié de fraude fiscale est vraiment le bouc émissaire. Ouais. Il est le bouc émissaire total. Toute personne confondue. Alors que si vous voulez, tout le monde ne déteste pas les Noirs, tout le monde ne déteste pas les Maghrébins, tous les Maghrébins ne détestent pas les Blancs, tous les Noirs ne détestent pas les Blancs. Il y a quand même des liaisons, il y a des gens qui s'entendent. Ouais. Tandis que là, non. Vous êtes le pestiféré en fait. Vous êtes le bouc émissaire. Le bouc émissaire. Vous êtes le bouc émissaire. Je pense que c'est ce qui est arrivé, j'y étais pas, je suis né en 44, mais je pense que ce qui est arrivé à ces pauvres gens. Alors, le problème du bouc émissaire, si vous voulez, c'est qu'on le désigne. En fait, la plupart du temps, c'est parce qu'on va le piller. La mécanique est quand même assez simple. On désigne le bouc émissaire, donc comme c'est un fumier de lapin, on peut tout lui prendre. Il n'y a pas de raison. Au contraire, on a bonne conscience, on va le dépouiller totalement. C'est une belle chose que l'on fait pour la collectivité. Mais c'est une situation qui est hors du commun. Vous ne pouvez pas l'imaginer, il faut le vivre. Alors c'est pour ça que, si moi j'ai des enfants qui ont des situations correctes, et je pense que si vous voulez, si je dois disparaître économiquement, ce qui semble être le cas, je pense que c'est très important de laisser un témoignage. Et mon blog aujourd'hui, si vous vous rappelle, www.témoignagefiscal.com. Voilà, si vous vous amusiez à si on s'amusait, parce que le blog ça apparaît sur un écran, c'est pas, mais on l'imprimerait, je suis sûr que ça serait assez intéressant parce que on sent la montée de cette pression, la montée de cette angoisse, on la voit, on la sent, si vous voulez, on voit que ça va vers l'inexorable, on voit comment c'est fait, sans vergogne, et sans aucune réalité économique. Ah non, moi c'est tout à fait passionnant au point de vue humain. Ah oui, moi c'est votre cas, pas spécialement votre cas, mais enfin ce que vous décrivez là me fait penser au mécanisme de terrorisme intellectuel aussi que subissent les membres de ceux qui sont désignés comme étant sectaires ou des sectes. Oui. Donc c'est à peu près le même phénomène, c'est-à-dire on désigne des gens souvent faibles ou à qui on va soit tout prendre, soit faire débarquer une soixantaine de flics. C'est le processus du bouc émissaire qu'a très bien défini Girard. Et quand on y est pris, on n'arrive pas à le croire parce qu'on ne comprend pas pourquoi ça vous arrive. Vous dites mais ça va bien s'arrêter. Il y a bien ça c'est au niveau individuel, mais c'est aussi pour la société pour dire regardez c'est le mal absolu, c'est la fraude fiscale. Oui, c'est ça le bouc émissaire. Mais quand le bouc émissaire, il y a d'un côté le bouc émissaire pour la société, et puis de l'autre côté vous. La femme adultère ou légèrement adultère, faut lire Sota. Alors là je prends la femme adultère qu'on va lapider, mais chez les juifs aussi on les lapide, enfin puis chez nous aussi c'était pareil il y a 300 ans. Je veux dire, on lapidait les femmes chez nous. On les lapidait pas, mais on leur mettait des ceintures de chasteté, c'est beaucoup mieux. Donc bon voilà. Donc si vous voulez c'est ça bon. Donc si vous voulez, vous mettez à la place
la femme à qui ça arrive, il n'y a plus que la tête qui dépasse, elle doit se dire, ils sont fous, elle les plaint à la limite. Elle se dit, mais moi si j'en suis arrivé là, moi j'arrive à les plaindre ces mecs des impôts. Ouais. Il y en a un, je ne veux pas vous montrer ce qu'il m'a écrit, parce que c'est lui qui m'écrit là aujourd'hui sur mon blog, je vais vous montrer après si vous voulez tout à l'heure, mais je le plains. On plaint, si on se dit, mais c'est pas possible, on arrive, et c'est ce qui se passe avec Etty Elisor, mais elle plaint les Allemands. Et bien, c'est quand même elle qui passe dans le four, hein. Mais enfin, elle plaint les Allemands, elle se dit, mais c'est terrible, ils vont le regretter. Bah oui, ils vont le regretter, d'accord. Ils l'ont sans doute regretté, ils le regrettent encore, enfin bon, les autres, ils sont morts. Hein. Très bien, bah, ce sera le mot de la fin. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation, Monsieur Dumas. Bon courage pour la Vous êtes suite. le premier qui m'a invité, je vous en remercie C'est sincèrement. souvent le cas, Enquête à débat, on existe pour ça justement. Merci à vous d'avoir suivi cette émission jusqu'à son terme. N'oubliez pas que la liberté d'expression ne vaut que si elle est partagée par tous. C'est encore vrai aujourd'hui. Et donc à très bientôt pour une prochaine émission. Au revoir.